Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque aux cadeaux de Noël et je vais vous faire plein de recommandations pour que vous offriez des livres à Noël parce que c'est l'une des meilleures choses à offrir et aussi parce que moi j'offre très souvent des livres à Noël parce que j'adore tout simplement. Ça va être une vidéo divisée en deux. J'ai plus d'une quarantaine de romans à vous montrer, donc on va faire deux parties et vous aurez aussi deux recommandations bonus par deux copines à moi. Voilà, c'est parti, préparez-vous un petit thé, j'en ai un moi aussi sur ma table et on va commencer tout de suite avec 3 recommandations jeunesse. Le premier, c'est l'incontournable Mathilda de Roald Dahl. Je l'ai ici en anglais et bien évidemment, il est disponible en français. Moi, j'ai grandi avec le film que j'aime toujours autant. Du coup, l'adaptation de Danny DeVito. Je sais qu'il y a eu une adaptation en comédie musicale il y a pas si longtemps que ça. Je sais même plus de quelle année ça date, mais je ne l'ai pas vu. J'ai lu Mathilda en anglais il y a quelques années maintenant, ça fait peut-être un peu plus de 5 ans, je sais plus. Et en fait, c'est un roman que j'aime toujours autant. J'ai adoré le découvrir en roman parce que moi j'avais découvert le film avant le roman et je trouve que le film est vraiment très bien aussi, mais le roman a une saveur particulière. Pour vous faire un rapide résumé, si jamais vous connaissez pas Mathilda, c'est une petite fille qui vit dans une famille qui pense que la télé est reine un petit peu. Pour elle, les livres, ça sert un peu à rien, c'est une perte de temps, parce que pourquoi lire si on a déjà la télé qui nous fait des images? C'est un peu ça leur philosophie de vie et du coup Mathilda elle apprend très jeune à lire. Elle va à la bibliothèque, elle se ramène des livres et un jour elle demande à aller à l'école parce que elle a je sais plus 6 ans peut-être et elle est toujours pas inscrite à l'école. Elle va finir par y aller et je vous laisserai découvrir ce qui s'y passe. Il y a un petit côté fantastique par Mathilda, je vous laisserai aussi découvrir ce qui est pourquoi, mais c'est un roman que j'ai adoré, un film que j'aime toujours autant. Et si jamais vous avez des enfants dans votre entourage qui n'aiment pas forcément la lecture, je pense que ce livre-là pourrait leur plaire parce que c'est une petite fille qui va vous transmettre son amour pour la lecture avec un petit côté un peu fantasy et je pense que ça peut être plutôt sympa à lire. En anglais, il fait 240 pages et c'est des très gros caractères. Et on a les illustrations de Quentin Blake, du coup, des petites illustrations comme ça. Moi, j'ai une édition que j'avais achetée en seconde main et je l'adore. C'est vraiment mon Roald Dahl préféré. J'en ai lu très peu, mais je pense qu'aucun ne pourra surpasser Mathilda parce que vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Les deux autres, je vais vous les afficher à l'écran parce que je ne les ai pas avec moi. Le premier, c'est Prospérer une virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais lister en barre d'infos tous les livres que je mentionne pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Prospérer une virgule point et la phrase sans fin, c'est une histoire où, pareil, on est dans un univers où le livre a une place très importante parce qu'on va y suivre Prospérine qui fait partie de la famille des virgules points et elle ne souhaite pas travailler sur le texte parce qu'ils vivent dans le texte avec un T majuscule. C'est en gros le manuscrit d'une jeune femme qui a cessé de l'écrire et c'est un manuscrit qui commence à s'effacer, donc leur village commence à s'effacer aussi. Et Prospérine, elle n'a pas choisi la voie que prend sa famille, c'est-à-dire aider le texte, etc. Elle est fleuriste. Un jour, elle va découvrir un homme assassiné dans son magasin et elle va partir enquêter dans la grande ville. Elle est vraiment dans un petit village et du coup, elle va aller à la capitale. Et c'est un texte que j'ai énormément aimé pour son originalité parce que l'autrice elle joue autant sur la langue avec justement tout le monde s'appelle virgule point W, enfin voilà, il y a tout ce jeu de langage là. La mise en page a une place très importante également parce qu'elle joue aussi avec le récit. Parfois on a des pages tout en noir, parfois on voit les personnages grimper sur les pages, enfin sur les lignes. Par exemple les gens de la capitale parlent en mettant toutes leurs phrases, enfin le début de leurs mots en lettres majuscules. Et vraiment, c'est un jeu de langue et de mise en page qui se complète très bien. Et l'enquête en parallèle, moi, je l'ai beaucoup appréciée. Je crois que c'est à partir de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus quel est l'âge recommandé, mais je pense qu'un enfant de 7, 8, 9 ans pourra apprécier. C'est un roman qui est assez épais, mais c'est quand même écrit assez gros et comme je vous dis, vu que la mise en page a
un rôle à jouer dans le récit. Il y a certaines pages où il y a très peu de mots dessus. Et vraiment, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié pour cette originalité-là, et aussi parce que j'ai beaucoup apprécié l'enquête, les différents personnages, savoir comment ça se fait que ce mec-là ait été assassiné dans le magasin de fleurs de Prospérine. Et il y a tout ce mélange-là qui, je trouve, rend le récit hyper addictif et on a envie de savoir ce qui s'y passe. Donc je vous invite vivement à le découvrir et à le faire découvrir pour Noël parce que c'était vraiment trop bien. Et le dernier jeunesse que j'ai envie de vous proposer pour Noël, c'est Nevermore de Jessica Townsend. C'est une saga. Pour le moment, on n'a que les 3 premiers tomes de traduits en français et je crois que le 4e est en cours d'écriture. Donc c'est un peu en demi-teinte d'offrir cette saga parce que on sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir la suite et j'ai l'impression que c'est une saga aussi très longue. Si mes souvenirs sont bons, c'est une saga qui va durer 8 tomes, quelque chose comme ça. Donc voilà, sachez-le si vous voulez l'offrir, que pour l'instant on n'a que les 3 premiers tomes de traduits et le dernier tome traduit, ça a été traduit il y a quelques années déjà. Donc voilà, comme ça vous savez. Mais si jamais vous avez envie de l'offrir et de savoir de quoi ça parle, ici, on va suivre... Mince, comment elle s'appelle déjà? C'est bon, j'ai retrouvé comment elle s'appelait. Merci à mon ordinateur que j'ai ramené juste ici. Donc, on va suivre Morrigan. Morrigan, c'est une enfant maudite parce qu'elle est née le jour du merveillon. Donc, elle est condamnée à mourir à l'âge de ses 12 ans. Oui, 11 ans ou 12 ans, bref, je sais plus. Le jour de ses 11 ou 12 ans, il y a un homme mystérieux roux qui va l'emmener, qui va la kidnapper ou plutôt la rescaper dans son cas, et l'emmener à Nevermore. C'est un monde magique où elle va tenter de rentrer dans l'académie qui s'appelle l'Académie Wonder, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement. Et on va suivre les étapes pour arriver dans cette académie, pour y entrer. Et ça, c'est le premier tome et s'ensuit diverses aventures. Pour moi, les points forts de ce livre, c'est l'originalité du récit, les personnages, ce petit groupe d'enfants qui va se créer et tous les liens qui vont se tisser. Et j'ai adoré les suivre. Je trouve aussi que la lecture audio, la lectrice est vraiment très douée et joue parfaitement bien les différents personnages. Moi, c'est aussi comme ça que je l'ai lu. Je l'ai combiné parfois en papier et en audio. Je trouve que l'audio complète parfaitement bien la lecture papier. Et vraiment, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié pour son originalité et pour remplacer par exemple la fameuse saga de la personne transphobe, là, qu'on ne veut pas dire son nom. Je trouve que c'est une très bonne alternative et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. C'est plein de magie, plein de rebondissements, plein de féerie et en même temps, il y a un petit côté sombre qui peut faire parfois un petit peu peur. Donc je conseillerais ça plutôt à des enfants de 10 à 11 ans parce que c'est quand même une trilogie, il n'y a pas d'image, donc c'est... Je sais plus combien il fait de pages, il doit faire entre 300 pages peut-être. Donc ça reste quand même un petit peu plus conséquent que pour des enfants de moins de 10 ans, c'est peut-être pas le cas. Après, voyez avec votre enfant ou même une personne adulte qui aime la jeunesse, ça peut très bien être une superbe idée cadeau. On va rester dans la fantasy, mais cette fois-ci young adulte et particulièrement one shot. Moi, j'aime pas forcément les sagas, même si je vais vous en présenter. C'est pas ce que je préfère, j'aime beaucoup les one shot et on sait pertinemment qu'en fantasy, ils aiment beaucoup les sagas à rallonge. Donc là, je vous propose 3 livres en one shot en fantasy. Le premier que j'ai à vous proposer, c'est La tisseuse de vent de Nina Lan. C'est une saga young adulte qui n'a pas forcément de romance, je tiens à préciser, parce que j'ai l'impression que maintenant tout est une romantasy, donc voilà. Il y a, je sais même plus s'il y a une romance, mais en tout cas s'il y en a une, elle est au second plan, et c'est très bien comme ça, parce que là on se concentre vraiment sur la magie des vents, et je trouvais que cette originalité de prendre le vent comme élément de magie, était hyper bien amené et hyper bien trouvé. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, ici on va suivre Eloé, c'est une apprentie tisseuse de vent et normalement il lui reste 1 an avant la cérémonie du privilège qui est une cérémonie qui va déterminer son pouvoir pour que puisse après être utilisé par le royaume d'Iria. Et sauf que là, le royaume a besoin de plus de monde pour la cérémonie du privilège. Donc, elle n'a pas 1 an encore. Il lui reste que quelques temps là parce qu'elle a été choisie. Et donc, elle va être amenée au royaume, enfin au palais. Elle va passer cette fameuse cérémonie. Avant cette fameuse cérémonie, elle va rencontrer un jeune homme et lier son destin à lui pour diverses raisons. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Et elle aurait peut-être pas dû.
Je vous laisse là-dessus et j'espère que ça vous aura donné envie. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, comme je vous disais, c'est que le vent est une magie particulière, est une force particulière. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Il y a beaucoup de rebondissements aussi. Après, ça reste une fantasy young adulte, donc forcément, je trouve qu'il s'y passe toujours beaucoup de choses. Eloé est un personnage qui est assez têtu, mais en même temps qui a envie d'apprendre et qui change beaucoup au fil du récit. Et en fait, elle veut tout faire pour cacher son don parce qu'elle n'a pas envie qu'il soit utilisé. C'est un récit que j'ai trouvé encore une fois très original et qui mérite d'être découvert. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est un roman qui est un coup de cœur en y repensant parce que là je l'ai lu grâce à la bibliothèque et maintenant j'ai très envie de l'avoir dans mes propres bibliothèques. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que j'ai envie de le relire et que voilà, il me titille, il me fait envie. C'est La fiancée du dieu de la mer de Axie-Oh. C'est un récit qui se base sur un mythe coréen, si je dis pas de bêtises. Et en gros, au tout début du récit, on va suivre Cheong-Chim. J'espère que je dis bien son nom, mais je pense que non. C'est une jeune fille qui a été nommée pour être le sacrifice et devenir la fiancée du dieu de la mer parce que c'est la plus belle fille du village et que forcément, vu qu'elle est magnifique, le dieu de la mer va forcément la vouloir comme épouse. Sauf que cette jeune femme, elle est amoureuse de Jun, le frère de Mina, et donc Mina va prendre la place de Cheong-Chim pendant le sacrifice et pour devenir la fiancée du dieu de la mer. Sauf qu'à son arrivée dans le royaume des esprits, elle découvre que le dieu de la mer est endormi d'un sommeil enchanté et elle va devoir tout faire pour le réveiller, sinon elle deviendra un esprit elle-même. Et c'est un récit que j'ai énormément aimé, c'est très onirique, mais en même temps très haletant parce qu'il y a cette deadline de il faut absolument que je le réveille, sinon je vais finir en esprit et j'ai pas envie. Et vraiment, j'ai adoré ce récit. C'était hyper rythmé, j'ai adoré le côté de la mythologie coréenne que moi je connais absolument pas, mais c'était hyper haletant, hyper enthousiasmant, dans le sens où on a peur avec elle, on a envie de savoir ce qui s'y passe, et en même temps, il y a ce côté très onirique, un peu brumeux de temps en temps, et je sais pas, je m'imaginais vraiment quelque chose de très coloré et très doux en fait. J'ai pas d'autre mot que onirique en tête parce que je trouve que ça représente parfaitement bien ce récit et je vous invite vivement à l'offrir. Il est absolument génial, s'il vous plaît, offrez-le. Et le dernier de cette catégorie, c'est Rosas et Dragons de Yelena. Je ne peux pas vous le montrer malgré le fait que je l'ai acheté puisque je l'ai prêté à Cécilia de la chaîne Jurassic Jones pour qu'elle le lise. Et c'est un roman que j'ai adoré, c'était tellement mignon. Si vous cherchez un petit bonbon à offrir pour quelqu'un qui aime les dragons, le mignon et les vitraux, c'est spécifique, mais moi j'adore les vitraux et j'ai adoré, offrez ce livre et je vous garantis que la personne va adorer. M'excuserez, j'ai tapé dans le trépied, donc probablement que le cadre a changé. Dans cette histoire, on va suivre Karl et sa jeune dragonne Brody, Brodevert. Dans ce monde-là, vous êtes associé à un dragon et généralement, voire la majorité du temps, si vous êtes un homme, votre dragon sera un mâle et si vous êtes une femme, votre dragonne sera une femelle forcément. Et sauf que là, Karl, lui, il a hérité d'une dragonne et une dragonne toute petite et toute rose. Donc ça l'enchante pas tellement au début et on va vite découvrir le lien indéfectible qu'il y a entre lui et sa dragonne. Et Karl, c'est un jeune homme qui est très doux et qui a beaucoup de mal avec le fait que son père soit quelqu'un d'un peu plus bourru et viril dans le sens conventionnel du terme. Son père veut qu'il reprenne la forge, c'est pas la forge mais il est vitrailliste, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas il veut qu'il reprenne l'atelier parce que c'est un héritage familial, sauf que Karl il est extrêmement maladroit, il réussit pas forcément dans tout ce qu'il fait, comme je vous disais c'est un jeune homme qui est assez frêle, qui ne rentre pas dans les standards de la virilité classique et j'ai trouvé que c'était une œuvre qui remet en question les codes sociétal du genre, de l'homme, de ce qu'on en attend. Déjà cet aspect-là m'a beaucoup plu et aussi l'intrigue principale m'a énormément plu parce que du coup le père de Karl va lui confier un chantier où il va devoir réaliser un vitrail pour une dame, sauf que ce vitrail va disparaître le lendemain. Il veut vraiment retrouver le coupable parce qu'il a adoré ce qu'il a fait, il est hyper fier de son travail et il est dégoûté que quelqu'un lui ait tout cassé quoi, enfin son vitrail n'est plus là quoi, donc vraiment c'est
C'est une enquête que j'ai beaucoup aimée la paire de personnages, parce que du coup on a Karl et Brodewer et deux autres personnages que je vous laisserai découvrir. C'est très doux dans l'ensemble, il y a aussi une petite histoire d'amour qui est très mignonne, qui m'a beaucoup plu, mais en même temps on a cet aspect où Karl il apprend aussi à s'affirmer au fur et à mesure du récit, grâce à justement cette autre personne qui va enquêter avec lui, et c'était vraiment très bien, très doux. Si vous aimez les dragons, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez cette pointe de douceur et vraiment de rigolade, parce que je trouve que Brodewer est un personnage absolument incroyable, je l'adore, elle est beaucoup trop drôle. C'est vraiment typiquement nous quand on avait 14 ans et qu'on lisait des romans et qu'on fantasmait dessus. C'est un peu comme ça que Brodewer pense, et je pense qu'on peut toutes se reconnaître en elle. Et j'ai adoré ça, c'était vraiment trop bien. Offrez ça à des ados et je pense que ça leur plaira grandement. Vous m'excuserez, hein, mais je bois un peu de thé parce que là je me déshydrate vitesse grand V et que je n'ai fait même pas la moitié de la première partie. Je vous parlais justement des fantaisies et du fait que je n'aime pas trop les sagas, mais je vais quand même vous proposer des fantaisies sagas, mais des trilogies. Parce que les trilogies, au moins, c'est pas trop long. Donc, la première que je vais vous présenter n'est nulle autre que Steam Sailors, évidemment, que je vous le replace ici. Regardez comme cet objet livre est incroyable à mettre sous le sapin. Imaginez-vous quelqu'un qui l'ouvre et qui voit ça. Pardon, mais c'est absolument génial. Moi, j'ai adoré quand on me l'a offert. Merci encore une fois, mamie, de me l'avoir offert. C'est un récit que j'aime particulièrement. C'est un de mes coups de cœur intersidéral de toute ma vie. Je l'adorerai toute ma vie, c'est sûr et certain, parce que ça parle de pirates du ciel. Vous savez que j'adore les pirates. Les pirates du ciel, encore plus. Bref, j'arrête de fangirler et je vous explique ce qui s'y passe. Du coup là, on est sur l'intégrale de Steam Sailors de Ellie S. Green. Vous pouvez également retrouver les tomes séparés, du coup les 3 tomes, et il y a un préquel maintenant qui est aussi dans cette intégrale-là, il y a le préquel également. Dans cette histoire, on va suivre l'équipage de l'héliotrope et notamment Prudence, qui est une personne qui est une paria dans son petit village parce qu'elle vit dans le monde d'en bas et qu'elle a des visions. Et bah forcément, elle est chelou, les gens trouvent que bah, c'est une sorcière et qu'il faut surtout pas l'approcher. Une nuit, elle va se faire kidnapper par les pirates du ciel, qui ne sont autres que les pirates de l'héliotrope. Et voilà, elle va être kidnappée et on va suivre son aventure et leurs aventures, parce que c'est un équipage que vous allez adorer. Vous allez adorer l'intégralité des personnages que j'ai moi-même adoré. Beaucoup de crush dans ce récit. Minimum 3, personnellement. Et j'ai vraiment aimé leur aventure parce qu'il va y avoir une quête tout au long de ces 3 récits. Il y a une quête par rapport à l'alchimie et par rapport au secret de l'alchimie qui va se profiler tout au long des 3 romans, et des petites intrigues amoureuses aussi de temps en temps qui font pas de mal. Franchement, elles étaient très mimi, il n'y a pas de smut, bien sûr. D'ailleurs, dans tous ceux que je vous ai présentés, il n'y a pas de scène de smut explicite, enfin de scène de sexe explicite, donc vous pouvez y aller pour des ados, c'est safe, tout va bien. La recherche qu'ils vont faire tout au long du roman, tout au long de la trilogie, pardon, c'est la recherche de la cité impossible des alchimistes et de ses secrets oubliés. C'était génial. À part dire que c'est génial, qu'est-ce que j'ai à vous en dire? Si vous avez aimé Pirates des Caraïbes, si vous avez aimé la Planète au trésor, vous aimerez. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à part ça, parce que c'est tout un univers de piraterie, de quête, d'aventure, et en même temps un petit peu d'amour. Et vraiment, c'est le cocktail parfait pour moi. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime tout ça, pensez-y, ils vont adorer. Et vous m'en direz des nouvelles. Je veux savoir s'ils ont aimé. Ensuite, je suis obligée de vous reparler d'une trilogie que j'ai relue et que j'aime toujours autant, que j'ai lue en anglais. Est-ce que vous l'avez? The Prison Killer de Lynette Noni, bien sûr. Moi, j'ai la version en anglais. Regardez comme ils sont beaux, je les adore. Mais ils sont tous traduits chez Hachette, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, la trilogie est traduite. Je vais en tenir qu'un parce que c'est chiant. Pour vous parler très rapidement de l'histoire, on va suivre Kiva, qui est la guérisseuse de Zalindov, une prison réputée comme absolument horrible. Et elle a été enfermée injustement il y a 10 ans avec son père. Et elle avait 7 ans à ce moment-là, donc vous imaginez bien que c'est horrible. Surtout qu'elle perd son père, genre quelques mois, peut-être 1 an après son arrivée à Zalindov. Donc elle se retrouve seule et elle hérite de la guérisseuse de Zalindov.
Vu que c'est un statut un petit peu particulier, elle est détestée de tous les autres prisonniers. Donc autant vous dire que la vie de Kiva est vraiment pourrie, hein, on va pas se mentir. Et un jour va être capturée la reine des rebelles et on vient un mot qui va être glissé avec la reine disant ne la laisse pas mourir. Et cette reine a été condamnée à passer les 4 épreuves, les 4 épreuves des 4 éléments de magie du royaume. Et en gros, si tu gagnes ces 4 épreuves, tu gagnes ta liberté. Donc Kiva va se porter volontaire pour passer ces épreuves-là. Et donc c'est les 4 éléments de magie, c'est les 4 éléments feu, terre, eau et air. Donc on va la suivre, essayer de passer ces 4 épreuves et c'est une trilogie que j'ai adorée. Je pense que mon préféré c'est le premier parce que j'ai adoré l'ambiance générale, le fait que ce soit vraiment en huis clos dans cette prison, il y a un côté très étouffant qui se passe. Et si jamais vous voulez offrir ça à quelqu'un qui commence la lecture en anglais, je trouve que c'est pas trop mal. Faut quand même un petit peu s'accrocher de temps en temps parce que il y a peut-être des éléments de fantasy qui seront peut-être un peu plus complexes, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même assez accessible pour quelqu'un qui a un niveau B1 plus B2, enfin en tout cas un B1 motivé, on va dire ça. Pour la lecture en français, je recommande ça à des ados, typiquement des 14-15 ans. C'est vraiment pas mal. Et voilà, moi j'ai adoré. C'est quand même un peu une romantaisie parce que la romance a beaucoup de place dans le récit. Peut-être pas autant dans celui-ci que dans les autres, parce que dans celui-ci, on se concentre vachement plus sur les épreuves que Kiva a passées, mais dans les autres tomes, peut-être un peu plus au niveau de la romance. Mais je trouve que c'est une trilogie excellente. Moi, j'ai adoré les 3 tomes. Dans celui-ci, on est vraiment dans un huis clos. Dans le deuxième, The Gilded Cage, on est aussi dans un huis clos, mais d'une autre façon. Et dans le troisième, on a plus une quête, une aventure, et là on voit plein de paysages et j'ai adoré. Donc je vous invite vivement à la découvrir et à l'offrir surtout pour Noël. Et la dernière trilogie que j'ai à vous présenter, elle est encore française parce que Ellie S. Green c'est une française aussi, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. J'ai que le premier tome chez moi mais j'ai très envie d'avoir la suite parce que j'ai adoré les 3 tomes. Moi je les ai écoutés et pareil, l'écoute est géniale, j'ai adoré le livre audio. Pour vous parler rapidement de l'histoire, ici on va suivre Mériver, Carmine et donc chaque tome va être consacré à chaque sœur qui a donc 2 sœurs, Tristabel, l'aînée et comment elle s'appelle, Dolorine, la plus jeune. Et donc ce tome se concentre sur Mériver, la sœur du milieu. Et Mériver, elle est monte en l'air, c'est-à-dire que c'est une voleuse. Et un jour, elle vole la mauvaise personne. Elle va se faire pourchasser pour ce qu'elle a volé. Et va lui arriver beaucoup d'histoires. C'est un peu glauque, l'ambiance du récit. Si vous voulez, Grisaille, c'est pas une ville hyper chaleureuse, c'est quand même assez sinistre. Il y a une phrase dans le résumé qui résume parfaitement bien l'essence de Grisaille. C'est une cité où on s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé. Je trouve que c'est une phrase qui va parfaitement bien au récit. Et c'est un récit assez gothique, donc vraiment il faut que les enfants auxquels vous offrez ça aiment un peu tout ce côté chair de poule, grisaille, Halloween, gothique, etc. Si c'est des choses qu'ils aiment, je pense qu'ils aimeront ce récit. Je sais pas trop à partir de quel âge je pourrais conseiller ça parce que de temps en temps, je trouve que ça fait peut-être un petit peu peur si on est jeune. Après, vous voyez l'enfant à qui vous voulez offrir ça, s'il aime ou pas. Si c'est un adulte, offrez-lui aussi, c'est super les livres jeunesse. Ne vous privez pas, surtout pour ce récit que je trouve particulièrement original. Et mon tome préféré, c'est Tristabel, le 2e tome, donc sur l'aîné. On va attendre un petit peu pour la suite parce que j'entends mes voisines revenir et j'ai pas du tout envie qu'elles m'entendent parler seule chez moi. C'est bon, ma voisine est partie, on peut continuer. On va passer au BD, parce que c'est encore une fois un super cadeau de Noël. Parce qu'en général, ça coûte une blinde, donc faites-le vous offrir à Noël. La première que j'ai à vous présenter, elle est poussiéreuse comme jamais d'ailleurs, c'est Podum de Hubert et Zanzime. Je vous ferai des inserts de comment c'est à l'intérieur pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais moi déjà, c'est ce qui m'a convaincue, c'est déjà les dessins et les compositions des planches que je trouve particulièrement bien faites. Pour l'histoire, on va suivre Bianca, qui est la jeune fille qu'on voit juste ici, et elle est sur le point de se marier à un homme qu'elle ne connaît absolument pas, et sa tante va lui parler d'une histoire dans sa famille, et d'une chose que les femmes se lèguent, c'est une peau d'homme qu'elles peuvent revêtir et infiltrer le monde des hommes pour savoir ce qui s'y passe.
donc c'est ce qu'on la voit faire actuellement. Et en gros, elle va la revêtir et pour découvrir son futur mari, savoir qui il est. Et c'est un récit que j'ai adoré parce que je le trouve hyper engagé, autant sur les questions de féminisme que d'homosexualité et plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Et je l'ai adoré, autant pour l'originalité du fait qu'elle a une peau d'homme qu'elle puisse revêtir, et sa peau d'homme s'appelle Lorenzo. Et juste pour vous montrer le dos, on voit du coup Bianca se transformer en Lorenzo. Et on la voit s'affirmer en Lorenzo, on la voit s'affirmer en Bianca, découvrir son mari, découvrir ses us et coutumes des hommes qu'elle ne connaît pas parce que on la préserve, parce que c'est une jeune fille de bonne famille et c'est une femme, donc il y a énormément d'injonctions. Je ne vais absolument rien vous apprendre là-dedans. Vraiment, c'est un récit à découvrir que j'ai adoré. Il me semble que ça va être adapté au cinéma bientôt. Je sais que ça a déjà été adapté au théâtre il y a quelques temps maintenant, je me souviens plus. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir la pièce de théâtre, mais je serais très curieuse de voir l'adaptation au cinéma de ce titre-là, parce que vraiment c'est un récit qui mérite d'être lu et mérite d'être découvert, parce que ça parle d'émancipation féminine, de féminisme, d'amour au sens large et de toutes les injonctions que sont mises sur les femmes à cette époque-là, parce que c'est un peu type Moyen-Âge, Renaissance, je ne saurais pas dire à quelle date précise ça se passe, mais c'est dans ces années-là où les droits des femmes n'existent pas, tout simplement. Je trouve que c'est une BD qui mérite d'être lue autant pour la beauté de ses dessins que la beauté de son récit. Si vous voulez offrir une BD qui va faire chouiner, Ne m'oublie pas d'Alix Garin. C'est un récit que j'ai adoré et j'ai fini tellement moche à la fin, tellement j'ai pleuré. Vraiment, j'avais les coulées de larmes et évidemment la morve qui va avec, sinon c'est pas drôle. Et j'avais un chat qui me jugeait très fort à l'époque quand je le lisais et ce n'était autre que Couscous pour ceux qui étaient déjà là. Et c'est un roman, une BD pardon, que j'ai pu me faire dédicacer par l'autrice parce que c'est une autrice belge et j'habitais à Bruxelles au moment où je l'ai lu. Regardez, c'est trop beau, je l'adore. Vraiment, je suis trop fan. Pour vous parler de l'histoire, on va suivre Clémence, qui est le personnage qu'on voit juste ici, et elle va kidnapper sa grand-mère, voilà, parce que sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'elle rêve de revoir la maison de ses parents, et que c'est ce qu'elle répète à chaque fois que Clémence va voir sa grand-mère pour des visites. À chaque fois, elle lui dit j'ai envie de revoir la maison de papa et maman, je veux y retourner. Et un jour, sur un coup de tête, Clémence, elle va l'emmener et elle va essayer de retrouver cette fameuse maison qui peut-être n'existe plus puisque sa grand-mère a la maladie d'Alzheimer et peut-être que cette maison a été détruite, on ne sait pas. Mais c'est tout ce voyage qui est hyper doux, hyper touchant parce qu'on a ce lien hyper fort entre une petite fille et sa grand-mère et c'est un peu aussi un adieu à sa grand-mère parce que parfois, elle est juste plus là à cause de la maladie. Parfois, elle ne reconnaît plus sa petite fille et c'est hyper dur. Et j'ai trouvé que c'était un très beau roman d'au revoir. Et vraiment, c'est tellement doux par les dessins. Je ne vais pas vous les montrer ici, mais je vous ferai un insert pareil que pour Peau d'Homme. Et ouais, c'est hyper doux comme dessin. Moi, j'ai adoré. Et même les couleurs du roman, il y a énormément de bleu, de orange, de grandes pages en fait. J'ai tenté de vous montrer, ça n'a pas fonctionné. Mais ouais, il y a des grandes pages de couleurs, des aplats et c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai adoré. Et il y a aussi une histoire d'acceptation, de résilience, de compréhension aussi un peu de la maladie, de savoir comment on pourrait réagir face à ça. Préparez vos mouchoirs parce que vous allez finir en sanglots. Et la dernière BD que j'ai envie de vous conseiller, je ne l'ai malheureusement pas en ma possession, j'ai très envie, c'est Le Jardin Paris de Gaëlle Genillet. Là encore, les dessins sont absolument incroyables parce que déjà ça mêle quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de touches d'art nouveau dans ce récit et dans cette BD et je trouve ça magnifique. C'est mon art préféré, j'adore ça. Je crois que je vous avais déjà montré une fois, mais j'ai 2 représentations de Mucha chez moi. Et voilà, déjà j'aime trop, tout simplement. Ici on va suivre Rose qui est un jeune homme qui vit dans un cabaret parce que sa mère est directrice de cabaret. Et c'est un jeune homme qui va se poser des questions sur son identité parce que lui il a envie de danser, il veut faire des représentations de danse et c'est connoté un peu plus féminin. Et c'est une question de genre, une question
artistique de vouloir performer pour montrer la beauté de la danse. J'ai adoré autant les dessins, la composition, l'histoire, le questionnement aussi sur son identité de genre, parce que parfois on va le genrer au féminin, parfois au masculin, tout dépend comment il s'habille. Il va tisser un lien particulier avec un spectateur qui va l'emmener sortir, boire un verre, etc. Et c'est hyper touchant, j'ai adoré cette histoire. Il y a une autre BD de l'autrice qui est sortie cette année qui s'appelle Minuit passé, que je n'ai pas lu mais qui est apparemment excellente aussi, encore une fois par rapport aux dessins qui apparemment sont excellents. Je n'en doute pas tellement ils sont beaux les dessins de cette BD. J'espère pouvoir trouver des planches sur internet pour les incruster ici et que vous voyez un peu ce dont je veux parler par rapport aux dessins. La force du récit pour moi c'est les dessins, ils sont vraiment à tomber par terre, je les trouve magnifiques et toute l'histoire, le fait aussi que ça se fasse dans un cabaret, je trouve ça esthétiquement absolument magnifique. Et voilà, j'adore. J'espère que ces 3 petites recos BD vous auront plu. Et on va passer aux 4 dernières recommandations de cette vidéo qui seront sur la mythologie. La première recommandation de cette catégorie, c'est Medusa de Flora Boukri. C'est le 3e tome d'une trilogie, mais c'est totalement indépendant. J'ai pas lu les autres, donc je peux pas vous en parler. Mais celui-ci, je l'ai particulièrement aimé. C'est un roman extrêmement court. Vraiment, il fait moins de 200 pages, 150 peut-être. 176 précisément, dit Babelio, et j'ai vraiment adoré ce récit. On va suivre du coup le mythe de Médusa, de comment elle est devenue cette gorgone qu'on connaît tous. Et je trouve que Flora Boukri a vraiment bien réécrit cette histoire avec un prisme plus original que d'habitude. La plupart du temps, dans les réécritures sur le mythe de Médusa, Athéna a une forte rivalité avec Médusa, sauf que dans ce récit, c'est tout l'inverse. Athéna et Médusa, elles ont une relation presque maternelle. Athéna est là pour la conseiller, pour la guider, et j'ai trouvé que c'était un contre-pied hyper intéressant parce que Médusa, elle est pointée du doigt hyper injustement, c'est horrible ce qui lui arrive. Et je trouve que dans les mythes un peu de base, bon, entre guillemets, mais je trouve qu'on la pointe du doigt et que c'est de sa faute, alors que pas du tout. Quand vous connaissez le mythe, vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait on dit que c'est elle la méchante alors que c'est une victime. Et dans le roman de Flora Boukri, c'est vraiment ce qu'elle est, une victime, et on la fait devenir méchante par la force des choses. Je trouve que l'émotion qui transperce le plus dans le récit de Flora Boukri, c'est la compassion pour Médusa, parce que ce qu'elle a vécu, c'est affreux, et on essaie de l'aider au mieux, et on sait que ça va pas forcément bien finir pour elle, parce que dans le mythe de base, ça ne finit pas bien, mais je trouve qu'il y a une certaine douceur dans le récit qui se transmet, et aussi, je pense que ça vient aussi beaucoup par la relation entre Athéna et Médusa, qui est très douce, très belle, très forte, et j'ai adoré la réécriture et la façon dont ça a été fait. Je vous invite vivement à le découvrir si vous ne connaissez pas déjà le mythe de Médusa, si vous voulez un récit un petit peu plus féministe que ce qu'on voit de base, où Médusa est un peu érigée en soit en grande méchante, soit en méchante mais un petit peu sexy quand même. Là, c'est pas le cas, c'est une jeune femme à qui il arrive quelque chose d'affreux, et ça en fait une suite d'événements que je vous laisserai découvrir. J'ai pas trop envie d'en parler parce qu'il est très court, donc voilà. Si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui aime la mythologie grecque, qui a envie de la découvrir, offrez-lui, c'est vraiment pas très long et ça se lit très très vite. Dans le même thème de personnages très fortes, je vais vous citer une autrice dont on a entendu énormément parler, mais je ne vais pas vous citer Le Chant d'Achille, que je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas Achille, il est chiant. J'ai moi adoré Circé et Galatée. Galatée, c'est une petite nouvelle sur justement Galatée et du coup le mythe de Pygmalion, parce que du coup, si vous connaissez pas le mythe, Pygmalion forge sa femme idéale en statue, et cette statue prend vie, du coup cette statue est Galatée. C'est un court récit assez difficile à lire parce qu'il y a pas mal de trigger warning sur des violences. Je vais pas forcément vous les citer parce que je crois que c'est un récit qui fait moins de 70 pages, donc c'est pas forcément nécessaire de trop vous en dire. Moi je l'ai pas apprécié à 100% parce que je trouve qu'il est trop court et que un roman complet, enfin plus long plutôt, aurait peut-être été plus adapté pour mes goûts personnels, mais je vous le cite parce que il me reste encore en tête et je trouve qu'il est très
Ouais, il vous reste en tête, c'est pour vous dire, je l'ai lu il y a un an et demi peut-être, je sais même plus. Et ouais, je crois que je l'ai lu l'année dernière. J'ai dû le lire en début d'année dernière. Et vraiment, il est très, très dur à lire, mais assez satisfaisant à la fin. J'ai pas trop envie de vous en dire. Si jamais vous voulez un format un peu plus roman, je vous conseille Circé. Les gens n'aiment pas forcément Circé, mais moi je trouve que c'est le plus intéressant des deux. Quand je dis des deux, je parle entre le chant d'Achille et Circé. Parce que je trouve que Circé est un personnage beaucoup plus complet et complexe. Si vous connaissez pas Circé, je vous en parler rapidement. Bon, la luminosité a changé, mais le soleil a décidé de se barrer, donc écoutez, on fait comme on peut. Mais en gros, Circé, c'est une sorcière qui a été bannie sur une île où il n'y a rien. Elle a été bannie pour l'éternité par sa famille, pour je ne sais plus quelle raison, mais ça doit être une raison très arbitraire, comme très souvent dans la mythologie. Où les femmes sont perdantes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et en gros, c'est une sorcière extrêmement puissante et elle va notamment rencontrer Ulysse et son équipage quand il tente de revenir chez lui. J'ai oublié le nom de son île. Et Ulysse va y avoir un bail avec lui, vous verrez bien. Et je trouve que c'est un personnage très complet et complexe, comme je vous le disais, parce que c'est un personnage qui est très incompris. Je parle de Circé, hein, Ulysse, bon. C'est un personnage très incompris qui a peu confiance en elle au départ, qui a une forte évolution tout au long du récit et qui ne se laisse pas faire au bout du compte. Et j'ai adoré ça. C'est quand même assez contemplatif sur un long moment du récit. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut en rebuter certains parce que c'est lent à lire au début. Mais au moment où tout se passe avec Ulysse et tout ce qui se passe ensuite, je trouve que c'est beaucoup plus rythmé et je trouve que Circé se révèle beaucoup plus à ce moment-là. Et vraiment, c'est une figure que j'ai appris à découvrir via ce récit-là et qui m'a fascinée et que j'adore autant, toujours autant. J'avais complètement oublié, mais je l'ai dans ma bibliothèque. C'est juste que là, je l'ai en anglais et je l'ai finalement lu en français. Je l'avais emprunté à la bibliothèque parce que j'ai un petit peu peur de pas tout comprendre en anglais. Mais je pense qu'un jour, je le relirai en langue originale. Ici, on est aux éditions Bloomsbury et je sais plus qui l'a traduit en français, mais il est dispo en poche, je sais plus, chez Pocket ou je sais plus qui. Et vraiment, déjà, il est beau en anglais, hein, vraiment. Et vraiment, c'est un récit que j'aime beaucoup. On le voit très souvent quand on parle de mythologie, enfin réécriture mythologique, mais pour moi, il est excellent et vraiment la construction de Circé et de son évolution est vraiment bien faite. Donc voilà, je vous invite vivement à découvrir cette autrice si jamais vous aimez aussi la mythologie grecque. Pour moi, le chant d'Achille, ça l'a pas forcément fait parce que Achille. Mais voilà, je vous dis juste Galatée et Circé, c'est vraiment pépite. Et le dernier que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai mis ce roman dans cette catégorie parce que on va y suivre Cynisca, elle est princesse de Sparte et elle a du sang d'Héraclès qui coule dans ses veines. Héraclès, c'est Hercule, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un peu mythologie. Et en gros, on va la suivre parce qu'elle a été éduquée comme un homme, elle sait se battre, elle sait monter à cheval, enfin, elle sait faire tout ce que sait faire un homme. Et un jour, il y a une guerre qui va éclater et elle va se poser des questions de est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire que de faire une guerre? Est-ce que c'est vraiment entrer dans la légende que de gagner une guerre? Et en fait, elle, son objectif, c'est de rentrer dans la légende. Et donc la déesse Orthia, qui est un autre nom pour Artémis, oui c'est ça, Artémis, Orthia va la mettre au défi de courir plus vite qu'un cheval. Et elle va se dire, c'est mon moment et c'est ce moment-là pour moi de rentrer dans la légende. Parce que c'est tout ce qu'elle veut, c'est rentrer dans la légende, sauf que ça va peut-être pas se passer comme prévu et je vous laisse découvrir la suite. C'est un récit que j'ai apprécié parce que on se pose beaucoup de questions. Je trouve que le vocabulaire de vainqueuse, le choix de mots est très important et d'ailleurs l'auteur Jean-Laurent Del Socorro en fait un petit laïus à la fin de pourquoi il a choisi vainqueuse et pas un autre mot et je trouve que c'est très très intéressant en termes de terminologie, en terminologie tout simplement, ça sera plus simple. Pardon, mais ça fait 1h12 que je suis devant cette caméra et je n'en peux plus de parler. Mais voilà, il y a cette terminologie-là que j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment bien agencé. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a
beaucoup de remise en question de la part des différents personnages et surtout de Siniska, parce que elle a été un peu éduquée comme ça, conformée comme ça, et il y a des questions qui vont se poser et ça va partir à contre-courant de ce pourquoi elle a été éduquée et de ce pourquoi elle pense, enfin de ce comment elle pense plutôt. Je l'ai pas rencontré autant que les autres parce que c'est pas forcément un coup de cœur, mais je trouve qu'il est vraiment bien si vous voulez commencer à vous y mettre, parce que c'est un roman un peu plus jeunesse, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un petit peu moins. Bon, mon téléphone a décidé de me faire taire parce que je n'avais plus d'espace dans mon téléphone, donc j'ai arrangé ça. Bref, je sais plus où j'en étais. Je vous disais que Vainqueuse, c'était très bien. C'est plus jeunesse que ce que je vous ai présenté avant en termes de mythologie, etc. Donc je dirais que c'est plus pour un public de, je sais pas, genre 14 ans peut-être. Mais bon, je sais pas trop évaluer ça, mais en tout cas, c'est une bonne entrée en matière et je trouve que ça peut amener après vers des récits comme Circé, Galatée et Médusa. Donc bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire parce que je pense que j'ai quand même bien résumé ce que j'en pensais, que c'est très bien et que je vous le conseille à Noël. Je vous retrouve pour faire les 2 recommandations de mes 2 amis. Je suis désolée, la luminosité est très approximative, mais il est 17h et que c'est comme s'il faisait nuit noire parce qu'il fait très moche aujourd'hui. Je leur ai demandé du coup de me donner un livre qu'elles avaient apprécié, qu'elles avaient aimé, qui les avait marquées, enfin bref, un livre qu'elles voulaient vous recommander. Et je leur ai demandé de me faire leur avis soit par écrit, soit par vocal ou par vidéo. La première copine à qui j'ai demandé, c'est Elsa, et elle vous recommande Les 30 noms de la nuit de Zeyn Joukadar. Je crois que je prononce très mal son nom, je suis désolée, mais de toute façon je vous mets la couverture juste ici. Alors c'est aux éditions Rue de l'Échiquier et j'ai le nom du traducteur, c'est Nino S. Dufour. Et je vais vous lire le résumé et après je vous lirai son avis. Jeune queer d'origine syrienne installé à New York, le personnage principal des 30 noms de la nuit tente de trouver sa place au sein d'une communauté qui ne le comprend pas. Mal dans son corps, il vit reclus avec sa grand-mère malade dont il s'occupe avec tendresse. Il ne se sent vraiment libre qu'en s'éclipsant dans les rues de Little Syria, un quartier de Manhattan désormais supplanté par le monde de la finance, où il réalise des fresques d'oiseaux. Une nuit, les recoins d'un immeuble abandonné lui livrent un carnet qui va bouleverser sa vie. Il s'agit du journal de Layla Z, une artiste syrienne émigrée aux États-Unis qui a consacré sa carrière à peindre les oiseaux d'Amérique du Nord. Au fil des pages, le narrateur découvre combien le passé de Layla Z est intimement lié à celui de sa famille, notamment à celui de sa mère, ornithologue, morte 5 ans auparavant dans un incident suspect. Donc, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais j'ai déjà vu la couverture en librairie, et du coup je vais vous lire l'avis d'Elsa pour qu'elle vous donne envie de l'offrir à Noël. L'intrigue se construit autour de l'univers des oiseaux avec une espèce mystérieuse et non identifiée. Elle lie plusieurs personnages qui appartiennent à différentes temporalités. Le récit évoque ainsi le parcours et les problématiques de plusieurs générations de familles syriennes, celles qui sont nées en Syrie et qui doivent émigrer, et les générations qui succèdent, qui sont nées et ont grandi dans la société américaine. L'identité queer, lesbienne, trans qui s'exprime à travers différents personnages, également sur différentes temporalités, est très présente et permet d'offrir des représentations de personnes et de vécus queer et arabes. En plus d'avoir pu trouver dans ce livre ces récits, l'écriture du deuil avec lequel vivent certains personnages m'a également marqué et beaucoup touchée. Et voilà la recommandation d'Elsa, j'espère que ça vous aura donné envie de l'offrir. Moi en tout cas le livre m'avait déjà intriguée quand je l'avais vu en librairie et son avis m'a donné envie. Il reste dans un coin de ma tête et je le lirai probablement un jour. Et ensuite, j'ai demandé à Fanny de vous recommander un livre. Elle m'a fait des vocaux pour vous recommander le livre, donc je vous laisse avec les vocaux et on se retrouve juste après. Le livre que j'ai choisi, c'est Moi, Christiane F., 13 ans droguée prostituée. C'est le premier livre vraiment qui parle d'un contexte social assez dur que j'ai lu assez jeune. C'est ma mère qui me l'avait offert et ça fait partie d'un univers que j'ai vraiment apprécié, dans lequel j'étais vraiment intriguée jeune. Il y a aussi, je pense, au livre Le Petit Prince de Central Park que je recommande aussi, qui est vraiment dans le même univers, quoi. Ou L'Herbe Bleue aussi. Enfin bref, c'est vraiment le même univers. En gros, ça parle de la drogue, des jeunes, le fait d'être perdu, le fait de ne pas se sentir compris, etc. C'est une partie de l'histoire qui m'intéresse, l'après-guerre. Et l'après-guerre et la révolution des jeunes, puisque en fait, tous les parents et toutes les familles sont traumatisés par la guerre, ce qui fait que ça crée des parents qui ne savent pas véritablement bien s'occuper des enfants qui sont venus au monde. Donc il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes et qui ont connu une éducation avec des parents extrêmement tristes et traumatisés. Et du coup, ça a été aussi une révolution pour eux derrière, parce que ça a été
l'ouverture d'énormément de clubs à Berlin, avec des genres musicaux assez particuliers qui ont débarqué, notamment la techno, ce genre de choses. Et donc déjà, ce qui m'a plu, c'est vraiment le décor qui est posé, le contexte qui est vraiment super intéressant et très touchant. Et de deux, je trouve que malgré le fait qu'on soit quand même sur parce que quand même l'histoire de ce bouquin, c'est une jeune fille qui vient d'un milieu ouvrier et qui va commencer à traîner avec une bande de potes et qui va commencer à toucher au milieu de la drogue et qui va finir par toucher à l'héroïne, qui est à ce moment-là la drogue qui détruit le plus de jeunes à Berlin. Malgré cette histoire assez dure, dans le sens où j'ai jamais vraiment touché à la drogue de ma vie et que ça ne m'attire pas. En fait, je trouve qu'on s'identifie vachement à ce personnage-là. Mais ce que je trouve très fort, c'est que dans le livre, tous les personnages ont vraiment une personnalité qui est ultra développée dans le film. Et tu peux t'identifier un peu à chaque personnage, je trouve. Et dernier point, je dirais, moi qui adore la musique, en fait, en lisant un livre, on apprécie aussi la musique, ce que je trouve trop bizarre. Mais je trouve que la façon dont est décrit les soirées en boîte de nuit, en fait, on a vraiment l'impression d'y être et c'est assez magique. Mais voilà quoi, du coup, il raconte quand même une histoire sur la descente aux enfers d'une adolescente, enfin d'un groupe d'adolescents et tout. Ce qui m'a touchée, c'est en fait, je trouve que surtout dans la vingtaine, même si je l'ai lu beaucoup plus tôt en soi, on traverse plein de phases de notre vie puisque en fait, on découvre la vie, quoi. Je trouve que ça montre à quel point, en fait, l'être humain est fragile. Enfin bref, quoi, du coup, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'il est vraiment extrêmement dur et qu'il arrive à créer des émotions chez le lecteur qui sont assez intenses. Comme vous l'aurez entendu, sa recommandation, c'est Moi, Christiane F., 13 ans, droguée et prostituée. C'est un livre que j'ai moi-même lu, donc je ne peux qu'approuver cette recommandation. En plus, elle était prévue dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, je la mettrai pas en deuxième partie, mais vous savez que c'est une recommandation que je fais. Après, voilà, vous faites attention au public auquel vous offrez ça. Moi, je l'ai lu à mes 16 ans et c'était une volonté de ma part de vouloir le lire. C'était pour mon cadeau d'anniversaire, je crois que c'est pour mon anniversaire. Et ça m'avait énormément marqué. Et c'est aussi un livre qui avait beaucoup marqué ma maman. Donc vraiment, je peux que vous recommander. Après, j'ai pas forcément envie de vous lister les trigger warnings parce que le titre est quand même assez équivoque. Donc voilà, juste soyez préparés si jamais vous voulez le lire ou l'offrir. J'en ai terminé pour cette première partie de vidéo. Je vais vous poster la suite d'ici quelques jours. Je pense d'ici 2 ou 3 jours, je vais essayer de mettre tout ça la même semaine. Comme ça, vous aurez cette première partie et la deuxième vraiment 3 jours après. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous mettez dans votre liste de cadeaux de Noël, que vous allez compter offrir. Et si jamais vous en avez d'autres à rajouter, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et ceux qui lisent les commentaires pourront piocher dans vos idées également. Et moi-même, par exemple. Et n'hésitez pas aussi à booster. Je crois que maintenant, on peut booster les vidéos. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, partagez, aimez tout ça, tout ça. Abonnez-vous si vous voulez. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Salut!